Bonjour à tout le monde, tous ceux et celles qui font le plaisir de nous accompagner cet après-midi dans cette quatrième séance de notre programme euh, que l'École de technologie supérieure a décidé de mettre sur pied enfin, ça s'inscrit dans les thématiques de la formation aux responsabilités collectives. Et l'idée, c'était donc d'appliquer ça à une étude de la pandémie, un parcours autour de la pandémie, si on veut, examiner sous tous les aspects. Ça paraissait une bonne façon d'appliquer les notions que l'école veut inculquer à leurs étudiants, à ses étudiants, donc une formation à la conscience collective, etc. Et donc, cet après-midi, ça va porter sur les médias. Et d'abord, nous entendrons Monsieur Miles, Brian Miles, qui est directeur du Devoir, qui est le 9e à occuper cette fonction, qui est certainement l'une des plus renommées au Québec. Le Devoir n'est pas un journal comme un autre. M. Miles a été professeur à l'école des médias de l'UQAM. Il était journaliste auparavant au Devoir, et puis vous êtes revenu comme directeur. Vous avez présidé la Fédération des journalistes du Québec. Vous avez connu les deux moments forts de votre carrière, probablement, la couverture que vous avez faite de la commission Montgomery et de la commission Charbonneau. Vous avez dû fréquenter du beau monde, là. Et les mêmes d'une commission à une autre. Bon, en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Madame Brun est professeure à l'Université Laval au département d'informatique et de communication. Elle a dirigé des projets de recherche sur des thèmes très variés et elle détient ou a détenu la direction de deux centres ou de deux chaires de recherche, pardon. Elle a de nombreuses publications, plusieurs rapports scientifiques à son actif. Elle est directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval. Elle a des intérêts scientifiques qui sont très variés, ce qui inclut le numérique. Et elle aussi nous a fait l'honneur donc d'accepter notre invitation, ce dont nous sommes très heureux. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous tous les deux. Nous donnons la parole d'abord à Madame Brun, si M. Miles le permet. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup. Simplement pour vous dire que je ne suis pas spécialiste de l'informatique. Je pense que c'est un lapsus peut-être puisqu'on parle de numérique. Je vais vous parler un peu de la notion d'infodémie, hein, qui est un terme qui a été utilisé par le directeur général de l'OMS dans les tout débuts de la pandémie, à l'hiver dernier, qui disait que la propagation des fausses informations était quelque chose d'aussi dangereux que le virus lui-même. Alors, c'était une phrase un peu forte, mais en fait, effectivement, la circulation de la désinformation, ce qu'on va appeler la mésinformation, quand c'est propagé de façon non intentionnelle, ça contribue effectivement à la crise sanitaire. Et ça contribue aussi, en fait, les études qui ont été publiées dans les derniers mois montrent que quand les gens ont des croyances des croyances erronées sur le virus ou sur les mesures sanitaires, ils vont adopter des comportements à risque. Donc, il y a effectivement c'est quelque chose de très concret, là, même si l'information, on veut qu'elle soit libre, on veut qu'elle soit on ne veut pas contraindre ou censurer les contenus, les opinions. Dans le cas d'une pandémie, une information fausse ou même tendancieuse ou trompeuse peut mener à des conséquences très graves. Alors, une des études que je réalise dans le contexte de la pandémie, c'est une veille de toutes sortes de documents scientifiques, gouvernementaux, médiatiques. Donc, on a mené pendant la première vague pour voir un peu quels étaient les champs d'intérêt ou les champs prioritaires concernant cette infodémie, parce qu'il y a plusieurs acteurs, en fait, qui interviennent là-dedans. Bien sûr, les gouvernements, les autorités de santé publique, et vous en avez parlé ce matin, les scientifiques eux-mêmes, hein, dont la voix est quand même beaucoup entendue dans les débats sur la COVID-19.
Le fait aussi que les publications scientifiques se sont faites beaucoup de manière accessible au public, hein, sans la barrière là, des publications scientifiques qui sont généralement verrouillées, là, qui ne sont pas accessibles sans abonnement. Et les plateformes de médias sociaux, qui sont un acteur important dans la circulation des informations dans l'espace numérique, et les médias eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des médias, mais simplement pour les situer dans cet écosystème d'acteurs, les médias ont un rôle important. Le journalisme, moi, à la base, j'étais journaliste, je suis professeur de journalisme, et le journalisme est un métier qui exige une indépendance d'esprit, une indépendance financière aussi, et qui fait que les journalistes ont un rôle critique à jouer à l'égard des gouvernements, même quand les gouvernements sont très populaires, et ils ont un devoir de rigueur. Désolé, Brian, je pense que je vole une partie de ton punch, mais il va revenir certainement là-dessus. Donc, les journalistes jouent un rôle excessivement important pour contrer l'infodémie, parce qu'ils ont une exigence de vérifier l'information, d'assurer la validité de l'information. Évidemment, ils n'ont pas les moyens qu'un scientifique va avoir ou même un juriste qui doit faire une preuve devant un juge. Le journalisme, vous le savez, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Et donc, il peut y avoir des erreurs. Donc, je ne suis pas là pour taper sur les journalistes qui commettent des erreurs, mais il y a des éléments de l'écosystème médiatique dans lequel on est actuellement, ou l'environnement numérique, qui font que c'est de plus en plus difficile de distinguer le journalisme, si on veut, un travail vraiment sérieux, rigoureux, on pourrait dire même un travail d'enquête. Et j'insisterai aussi sur l'importance d'un journalisme spécialisé, un journalisme scientifique, par exemple, qui prend la peine de pondérer, si on veut, la preuve scientifique avant de présenter des informations. Et un journaliste peut-être un peu plus fait rapidement, où on cherche surtout à montrer les tensions dans une société, les points de vue, les choses qui font réagir. Et c'est une tendance qui va être exacerbée dans l'environnement numérique parce que, évidemment, ce qui fait réagir, ce qui fait appel aux émotions, c'est ce qui vient chercher les clics, hein, c'est ce qui vient chercher l'attention des gens, c'est ce qui fait que les contenus deviennent viraux, si on veut. Alors, les médias ne sont pas tous pareils. Les journalistes, enfin, un journaliste professionnel par rapport à quelqu'un qui sera peut-être plutôt un chroniqueur ou un commentateur. J'utilise pas le masculin à dessein, là, ça inclut les femmes, bien sûr. Et c'est peut-être plus difficile de distinguer, en fait, ces différents rôles-là dans l'environnement numérique parce qu'on voit un contenu qui est associé à un média et il y a disons que la tendance à la confusion des genres peut être amplifiée dans cet environnement-là parce qu'on consomme les contenus de manière, enfin, à la pièce. Et on dit, ben oui, c'était dans Le Devoir, mais c'était l'opinion d'un chroniqueur versus un article fouillé par exemple, un journaliste qui couvre le domaine de la science ou de la santé, ou un éditorial du directeur qui, bien sûr, est tenu à une grande rigueur. Donc, on est un peu confus dans cet environnement-là numérique. Alors, les médias peuvent contribuer, je vais dire involontairement, à cette confusion, à cette incertitude. Et les médias sont tributaires aussi de l'incertitude scientifique. Hein. On sait que quand ce virus-là est apparu, pendant enfin même encore aujourd'hui, mais depuis un an ou presque un an, il y a des indications, enfin des informations qui ont été par la suite réfutées, des traitements qu'on pensait prometteurs, des méthodes, enfin des pratiques sanitaires qu'on pensait efficaces ou moins efficaces, qu'on a fini, hein, vous vous souvenez, tout ce qu'on a dit autour du masque, enfin du couvre-visage. Donc, la situation évolue, les connaissances scientifiques évoluent, d'autant plus qu'on parle d'une maladie qui est nouvelle. Donc, l'incertitude, l'anxiété, tout ce contexte d'information, d'incertitude informationnelle et de surcharge aussi informationnelle parce qu'il y a eu tellement de contenu sur la COVID depuis
le début de la crise. Le fait aussi que, en étant confinés chez nous, on a peut-être plus de temps, ou en tout cas surtout dans la première vague, on avait plus de temps et on était un peu focalisé sur l'actualité. Hein. On avait notre rendez-vous de 13 heures avec M. Legault et le Dr Arruda et d'autres tous les jours. Alors, ça pouvait devenir, l'information pouvait devenir en elle-même une source d'anxiété et de stress, à tel point que certains ont conseillé, certains psychologues, certains spécialistes ont conseillé de prendre un peu de recul par rapport aux médias. C'est sûr que comme professeur de journalisme, je ne vais pas vous dire d'arrêter de vous informer ou de mettre un terme à vos abonnements, mais effectivement, de prendre du recul, de prendre du temps dans une journée pour faire autre chose qu'être devant un écran, c'est toujours un bon conseil. Donc, ce que je peux vous dire des études qu'on fait, autres que ceux qu'on fait dans le contexte spécifique dans la pandémie, c'est qu'au Québec, la confiance à l'égard des médias demeure élevée. On a réalisé, le Centre d'études sur les médias a réalisé une enquête avant la pandémie, en fait, au moment des élections fédérales à l'automne 2019, et un autre coup de sonde à l'automne dernier. Et on voit que la confiance des Québécois à l'égard des médias est très forte, beaucoup plus forte que dans bien d'autres contextes. Bon, il y a toutes sortes d'autres données là-dedans dont on pourrait discuter, mais je veux simplement insister sur ce fait que cette confiance-là se maintient. Et les Québécois ont des pratiques de consommation qui ressemblent à celles dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'effectivement, ils consomment de plus en plus l'information sur les plateformes numériques, mais ils sont méfiants à l'égard des médias sociaux et ils vont avoir tendance à faire davantage confiance aux médias d'information traditionnels, ce qui ne se reflète pas toujours nécessairement dans leur pratique, malheureusement. Mais bien sûr, on sait que sur les médias sociaux, on trouve des contenus qui viennent des médias d'information traditionnels. La difficulté sur ces plateformes-là, c'est peut-être un peu de distinguer ce qui va venir d'un site qui a l'air, on fait un site satirique, par exemple, ou un site qui a l'air d'un média d'information qui est finalement soit ce qu'on appelle une ferme de contenu, hein, qui fait de la réécriture rapide et qui fait aucun travail d'enquête ou de vérification, ou carrément des sites de désinformation qui cherchent à justement diffuser des informations fausses ou trompeuses à des fins malveillantes. Ou, dans certains cas, par des gens qui sont vraiment convaincus de ces choses-là, mais qui ne se basent sur absolument aucun fait, aucune information rigoureuse. Même au Québec, quand même, où la confiance est relativement élevée, on retrouve quand même les phénomènes que vous connaissez qu'on va appeler de manière un peu rapide le complotisme ou le conspirationnisme. On pourrait parler, je n'ai pas d'autres termes pour ça, là, mais de gens qui, à la base, ont très peu confiance dans les institutions publiques pour toutes sortes de raisons. Souvent, des gens moins scolarisés, pour toutes sortes de raisons sociales, vont être un peu plus isolés ou vont sentir une grande distance entre eux et le pouvoir. On a vu aux États-Unis jusqu'où ça pouvait mener. Et qui inclut les médias là-dedans. La perception des institutions publiques et celle des médias d'information vont souvent de pair. Hein. Plus les gens font confiance aux institutions, plus ils font confiance aux médias. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit à cause des médias qu'on fait confiance aux institutions, même si j'aimerais bien que ce soit le cas. C'est plutôt le contraire. On a tendance à associer les deux. Et c'est la perception des institutions qui fait qu'on a confiance ou non aux journalistes. Et là, je parle de manière vraiment agrégée là, dans une population, pas sur le plan individuel. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas entièrement rassurants. Le fait qu'il y ait à peu près un quart de la population au Québec ou au Canada qui adhèrent à certaines de ces croyances erronées. Hein. Je n'ai pas envie nécessairement de les répéter, là, mais par exemple, l'idée que le virus aurait été fabriqué dans un laboratoire à Wuhan ou ailleurs. Et des croyances de ce type-là ou des croyances qui ont été vraiment réfutées par la science. L'idée que le virus le vaccin à messager puisse avoir une influence ou puisse avoir un effet sur le code génétique, l'ADN, ce genre de croyances-là qui continuent à être réfutées, mais que
qui reste encore prégnante chez une partie de la population. Je voulais souligner aussi, sans nécessairement de faire d'association, parce que ce n'est pas nécessairement la même chose, mais que les plus jeunes ont tendance à moins faire confiance aux médias d'information traditionnels et qu'ils les consomment moins. Ça ne veut pas dire, par contre, que les croyances complotistes sont plus répandues chez les plus jeunes. Par contre, ils sont plus méfiants à l'égard des médias traditionnels et ils vont avoir tendance à moins faire la différence entre l'information journalistique professionnelle et ce qu'on voit sur Internet de manière générale. Il y a eu des études qui ont été réalisées pendant la première vague de la pandémie qui ont montré que la consommation d'informations sur les médias traditionnels, y compris sur les plateformes numériques, va être corrélée positivement à des croyances qui sont conformes au consensus scientifique comparativement aux médias sociaux. Alors, les gens qui vont s'informer davantage via les médias sociaux vont avoir tendance à avoir des croyances, davantage des croyances erronées et aussi des comportements à risque. Donc, je parle déjà depuis un petit moment, là, je ne veux pas trop abuser, mais simplement pour dire que les médias ont dû couvrir, les journalistes ont dû couvrir cette pandémie dans un contexte où les médias eux-mêmes, l'industrie des médias elle-même est en crise. Il y a eu des gestes du gouvernement, autant à Ottawa qu'à Québec, pour soutenir les médias, notamment avec des publicités qui ont permis de compenser un peu les pertes publicitaires. Mais il y a quand même des journaux, des publications qui ont dû fermer leurs portes pendant la pandémie, et sans parler évidemment de tous les défis qu'on vit tous avec le télétravail, avec les enfants à la maison, la difficulté aussi pour les journalistes d'avoir accès au terrain. Je sais qu'en ce moment, là, il y a eu tout dernièrement, il y a quelques jours, il y a eu une lettre des dirigeants, de l'ensemble des dirigeants des grands médias pour demander un accès au milieu de soins, aux hôpitaux. Évidemment, c'est un conflit, si on veut, entre la liberté de presse et l'importance d'avoir une presse qui peut enquêter, qui peut faire son travail, y compris sur les milieux de soins qui sont un lieu, un terrain de combat là, pour la pandémie et les contraintes sanitaires elles-mêmes. Mais ça, peut-être que Brian pourra nous en parler. Moi, je ne suis pas sur le terrain, donc je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de cet enjeu-là. Bon, on pourrait parler aussi du problème de la régulation des plateformes elles-mêmes, hein, qui est un débat plus large. Je pense que je vais garder ça peut-être pour la discussion. Voilà, c'est une intervention un peu en vrac là, sur les quelques observations qu'on a faites sur le rôle des médias ou les connaissances qu'on a pu avoir sur les médias dans le contexte de la pandémie. Alors, je vais me terminer là-dessus et puis de toute manière, on aura l'occasion de discuter sur d'autres points, si vous le voulez bien. Alors, sans plus tarder, je pense, M. Bouchard, que ce serait mon tour. Ben oui, en effet. Absolument. Merci beaucoup, Madame. Merci. On se rejoint sur plusieurs points, puis je pense que la discussion va nous permettre de creuser davantage certains éléments de réponse. Dans un premier temps, moi, je vais répondre à la question de départ sur laquelle on m'a demandé de réfléchir. Les médias d'information, les médias font-ils partie du problème ou de la solution? Et je propose un recadrage léger de la question pour parler plutôt des médias d'information et non pas des médias qui est très large. Les médias, ça englobe à la fois les traditionnels, mais aussi les médias sociaux. Alors, si on recadre sur les médias d'information et on se pose la question, à l'évidence, on ne fait partie de la solution. Il faut le voir, il faut lire les journaux, il faut écouter les bulletins de nouvelles. Les médias d'information québécois ont couvert en quantité impressionnante les enjeux relatifs à la pandémie dans toutes les dimensions importantes, politiques, sociales, économiques, scientifiques également. Et à un point tel, effectivement, qu'il y a une fatigue des contenus et c'est un enjeu pour les salles de rédaction de trouver le point d'équilibre entre notre mission sociale
la recherche de l'intérêt public et la couverture de la COVID avec toutes les nouvelles dramatiques et anxiogènes que cela comporte, et de trouver aussi des contenus plus ludiques ou des contenus qui vont permettre aux lecteurs de retrouver l'espoir, qui vont leur donner des clés pour agir sur leur monde. Et c'est tellement préoccupant que nous, au fait, on a passé un mois au devoir à essayer de faire des contenus qu'on a appelés les contenus doudous. On a voulu, à la fin de l'année, dorloter un peu nos lecteurs et leur offrir des contenus un petit peu moins anxiogènes. Par contre, contrairement à ce que les médecins, psychologues ou autres associations recommandent, quand on recommande de ne plus consommer les médias, je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que de nos jours, à l'ère du numérique, on ne subit pas les contenus médiatiques. On les choisit et on peut y échapper beaucoup plus facilement. On n'est pas captif comme dans l'ancien temps où on était dans la théorie de l'émetteur-récepteur. Les médias de masse décidaient de l'agenda, des sujets qui allaient être à l'ordre du jour d'une société et on ne pouvait pas échapper à ce qu'ils décidaient de faire. Aujourd'hui, on choisit les contenus qu'on veut consommer ou ignorer. Et je donnerai l'exemple du devoir. On a des métries, on a des mesures d'audience et on constate en ce moment que la première porte d'entrée pour les contenus du numérique du devoir, c'est la recherche SEO, la recherche organique par les moteurs comme Google. Et la deuxième, c'est le social. C'est le partage par les amis, les réseaux d'amis. Le direct, là, les gens qui s'assoient le matin, là, qui tapent www.ledevoir.com ou qui rouvrent nos applications, c'est la troisième porte d'entrée pour nos contenus. Alors, la consommation a changé radicalement. Le journalisme aussi, c'est un métier qui n'est pas un métier comme les autres. Ce n'est pas une profession, mais c'est plus qu'un métier. Je dirais que c'est une forme distincte de communication, voire même une communauté d'interprétation. Et les liens ou les attributs de la communauté d'interprétation journalistique, c'est l'adhésion à des règles assez universelles d'un média à l'autre et d'une société libérale ou démocratique à une autre. C'est la rigueur, la vérification des faits, la séparation des genres entre le journalisme d'opinion et le journalisme factuel, l'exercice du métier à l'abri des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts, la correction des erreurs, l'équité de traitement des personnes qui font l'objet de la nouvelle. Et je ne dirais pas qu'on est parfait, là. Comprenez-moi bien, ces règles-là, on peut trouver plusieurs exemples où elles ne sont pas suivies. Les médias sont, et le journalisme est un métier imparfait et perfectible, mais il a déjà fait beaucoup par des règles qu'on appelle des règles d'autoréglementation. Et ce que l'autoréglementation n'a pas réussi à accomplir pour tirer la qualité du contenu vers le haut, ben, les tribunaux supérieurs l'ont précisé. Le droit à la réputation, le droit à la vie privée, ce sont des éléments qui comptent et qui sont importants, non seulement dans les lois, mais dans la jurisprudence, et ils sont toujours opposés à la notion d'intérêt public. Alors, on n'a pas un permis de salir ou de dénigrer comme média d'information, comme journaliste. Et cet équilibre-là, on a réussi à le trouver et faire du métier de journaliste un métier pas comme les autres, un métier assez noble, assez bien défini, même sans un statut professionnel, pour qu'on lui reconnaisse un assortiment de privilèges. On reconnaît aux journalistes l'accès privilégié aux décideurs publics par la tribune de presse, la tribune parlementaire à Québec ou à Ottawa, où des journalistes, membres de la tribune, ont un accès aux débats, aux commissions parlementaires, aux décideurs pour poser les questions d'intérêt public qu'on doit poser. On a une loi sur la protection des sources et on a des programmes de crédit d'impôt pour encourager le journalisme et pour soutenir cette forme de communication qui est indissociable d'une société démocratique. C'est peut-être une évidence, on oublie de le dire, mais le journalisme, dans sa fonction la plus utile et la plus grande, c'est le chien de garde de la démocratie. C'est la fonction qui nous permet de poser des questions sur la façon dont les titulaires de charges publiques, les personnes en situation d'autorité dans les institutions publiques ou privées se comportent. Et c'est quand on joue ce rôle de chien de garde, d'éclaireur des coins sombres d'une société, qu'on est à notre meilleur. Par contre, ce qu'on ne réussit pas à faire correctement, c'est d'expliquer tout ça au pauvre monde. Les gens comprennent peu ou pas bien les médias. Et on a un devoir, nous, comme journalistes et comme médias d'information, à mieux communiquer ces règles-là, cette séparation des genres, cette volonté d'être rigoureux,
corriger nos erreurs et entretenir un dialogue avec nos lecteurs. On est encore un peu dans notre ancienne réalité que je dirais top-down en bon français, le paradigme de l'émetteur-récepteur, un peu au plus profond de l'ADN journalistique, et d'entrer dans une économie de la relation, dans un échange bilatéral entre les journalistes et les publics. Ce n'est pas encore déposé à 100% dans notre inconscient collectif. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des fausses nouvelles, des complotistes et des anti-masques. Parce qu'on nous fait porter beaucoup de responsabilités où on exige beaucoup des médias à l'égard des fausses nouvelles. Je vais peut-être dire de quoi qui va provoquer aujourd'hui, mais le problème des fausses nouvelles n'est pas celui des médias tels que j'ai décrit plus haut. Est-ce que c'est vraiment la faute des médias si le recours à des sources non fiables est en hausse? Les études cette année nous montrent une recrudescence des sources non fiables comme source principale. Et Colette t'a fait mention de tout ça. Le Devoir publiait aujourd'hui en page ID un résumé d'une étude qui a été faite par le Centre d'études sur les médias qui démontre à quel point les médias sociaux sont importants comme porte d'entrée pour s'informer, pour les gens qui croient qu'il y a un complot de QAnon, pour les gens qui croient que le virus est une fabrication de l'esprit pour contrôler les populations. Ces gens-là ne sont même plus chez nous, ne sont même plus dans nos contenus. Ils sont ailleurs. Ils sont sur Facebook, Google et autres plateformes, sur Parler maintenant, et grappillent entre eux des fausses nouvelles, des approximations, des fabulations. Le problème des fausses nouvelles, je trouve, c'est davantage un problème pour Facebook, Google et les grandes entreprises du GAFA. Le GAFA ou le GAFAM, ce ne sont pas des médias comme Le Devoir, la Radio-Canada ou la presse en sont. Mais contrairement à ce que les Zuckerberg de ce monde veulent bien nous faire croire, ce ne sont pas des plateformes technologiques agnostiques. Ce ne sont plus les outils démocratiques que les grands patrons de la Silicon Valley prétendent avoir mis en marché. Ce sont de gigantesques régies publicitaires, les plus puissantes et les plus performantes de l'histoire de l'humanité. Et elles ne réussissent pas à s'acquitter de leur sens de responsabilité sociale. Le Devoir serait en faillite s'il avait fait le quart du 1/10 du 1% de ce qui a été fait sur Facebook pour encourager la haine, fomenter l'appel au génocide des Rohingyas et encourager la participation à des manifestations et l'organisation politique des mouvements d'extrême droite aux États-Unis. On a créé des segments d'audience à partir de la haine et de la démonisation de groupes entiers. Tout ça pour faire une passe de cash. Et donc, ces plateformes qui sont ni médias, ni plateformes en bonne et due forme, sont dans un entre-deux qui exige une nouvelle définition et des nouvelles formes d'encadrement. Et c'est d'ailleurs ce que le rapport Yale, l'excellent rapport Yale sur l'avenir de la radiodiffusion au Canada recommandait. N'essayons pas de les cadrer ou les caser dans la même catégorie que les médias. Cessons de prétendre que ce sont des plateformes agnostiques. J'en viens au journalisme. Quand on regarde nos mécanismes d'autoréglementation, nos règles de déontologie, on peut constater qu'on est déjà plus contraignant, rigoureux et cohérent dans notre schéma d'action que ne le seront jamais les entreprises du GAFAM, avec des pratiques aléatoires qui, en ce moment, sont complètement incohérentes. On a toléré les fabulations puis les discours de Donald Trump pendant des années, y compris au moment où il disait qu'il y avait eu des fine people on both sides lors d'un rassemblement qui a généré un meurtre, littéralement. Et bien, tout d'un coup, avec l'insurrection au Capitole, on a décidé de le bannir. Il n'y a pas de critères ou de règles ou de normes qui nous permettent de comprendre jusqu'où va être exercée la liberté d'expression sur ces réseaux-là. Et l'écart par rapport à la norme, qui sera le gardien? Et sur quelle base on va décider de bannir ou de censurer quelqu'un? Bref, c'est tout croche. Et donc, arrêtons de penser aussi que la recrudescence des fausses nouvelles et l'appétit qu'elles génèrent, c'est une sanction du public pour les dérives des médias. Ce monde-là ne nous lisait même pas de toute façon. C'est faire un lien de causalité qui est erroné de penser qu'il y a tellement de fausses nouvelles, puis il y a tellement de public pour ces fausses nouvelles-là que c'est l'expression ou la preuve d'une faillite des médias traditionnels.
Je dirais que c'est davantage un problème d'une société libérale, une société démocratique. On vit ici au Québec, au Canada, à plus forte raison aux États-Unis et dans les pays européens, une polarisation extrême du débat, une fragmentation, une atomisation de la société. Et les sociétés démocratiques sont ébranlées par leur impuissance d'assurer une forme de cohésion sociale dans ce nouvel environnement-là. On est dans ce qu'on appelle la crise de la représentation et la remise en question des institutions. Et c'est là où nous, comme médias, on se retrouve un peu mis au banc des accusés. On est considéré comme une institution parmi d'autres, jugé comme tel et sanctionné et renvoyé dans la catégorie des merdias en français ou des fake news au pays de Trump. Moi, j'aimerais qu'on renvoie la question au public qui consomme les fausses nouvelles. Et je vous invite à la lire. Je partagerai le lien dans la fenêtre de discussion. Je partagerai le lien sur le texte du jour dans le Devoir. Pourquoi consomme-t-il des fausses nouvelles? Et comment on va faire pour régler ce problème-là? C'est bien beau les opérations de type décodeur, vérification des faits, débrouilleur, mais c'est pas comme ça, en démantelant ou en déboguant des fausses nouvelles, qu'on va convaincre les disciples de QAnon, les complotistes et les anti-masques de lire davantage Le Devoir, la presse ou d'écouter Radio-Canada. Et je dirais qu'il faut agir davantage sur les déterminants sociaux qui amènent ces gens-là à croire à toutes sortes de balivernes. Et là, il faut étudier les complotistes puis l'appétit pour les fausses nouvelles, comme on a étudié jusqu'à un certain point la radicalisation. Ils partagent certains traits et s'ils adhèrent à des théories aussi fumantes, je dirais que c'est qu'ils se sont inscrits c'est plutôt l'aboutissement d'un processus de marginalisation. Il y a certaines études qui montrent dans cette direction-là. Les gens qui croient aux théories du complot, les adeptes de fausses nouvelles, ont souvent des traits communs. Une position sociale précaire, l'impression que l'idée était pipée contre eux ou contre leur classe sociale, parfois un déficit de littératie, voire même des fois une scolarisation qui est incomplète. Je ne dis pas que c'est des abrutis, mais c'est des gens souvent qui arrivent à une période dans leur vie puis à un moment de leur histoire où ils se sentent déçus, trahis, marginalisés par la société et ils se mettent un petit peu en retrait. Alors moi, je dis que c'est un peu simpliste, puis c'est prendre le problème du mauvais côté de la lorgnette, de penser que tout ça va se régler si les médias font plus de décodage puis de débrouillage de fausses nouvelles et s'ils font le virage qualité encore plus fort. On ne sera pas plus lu par un complotiste si on est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer et qu'on est parfait. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais j'aimerais qu'on envisage la lutte contre les complots et les fausses nouvelles d'une manière beaucoup plus large que la qualité du contenu médiatique. D'autant plus que, comme je vous disais précédemment, les portes d'entrée vers la consommation des contenus sont tellement variées de nos jours. On peut s'enfermer dans une bulle de filtre. C'est une expression qui a été inventée par Eli Pariser. La bulle de filtre, tu peux décider de t'enfermer dans un sous-monde, dans un segment d'audience où tu vas consommer des nouvelles, des fausses nouvelles, où tu vas partager des éléments qui vont te conforter dans tes certitudes. Donc, nous, comme médias, on est incapables de sortir les gens de leur bulle de filtre s'ils ne font pas le geste de s'en sortir eux-mêmes. Monsieur Miles, j'ai une question du public. Oui. Pensez-vous de la censure ou la fermeture de comptes que Twitter ou Facebook effectuent pour contrer la propagation des fausses nouvelles? Ben, c'est intéressant, mais c'est incomplet en ce moment. La liberté d'expression, ce n'est pas un droit absolu. On peut la limiter. Puis il y a plusieurs cas types où on a limité la liberté d'expression. On permet qu'elle soit très large. La protection accordée à la liberté d'expression englobe les idées populaires. Parce que si le droit à la liberté d'expression, c'est le droit de dire des boniments et de penser en chapelle ardente tous la même chose, la liberté d'expression ne veut rien dire. Il faut qu'elle puisse englober les idées provocantes, celles qui nous dérangent, celles qui sont contraires à nos valeurs. La ligne, on la trace quand ça devient du discours haineux, un appel au meurtre, à la haine, au génocide, ou quand c'est un propos diffamatoire ou calomnieux. Et nous, comme médias d'information, on vit avec ces règles-là. La jurisprudence est assez sévère en matière de liberté d'expression.
si on atteint à la réputation de quelqu'un, si on est en diffamation, si on n'est pas capable de faire la preuve d'un critère d'intérêt public et d'une démarche rigoureuse et responsable, on peut être condamné au civil. Sur les médias sociaux, je trouve ça un peu injuste et ingrat. La doctrine de la neutralité du net, à partir de laquelle on a décidé de ne pas réglementer les médias sociaux, les entreprises technologiques au début des années 90, leur a donné l'équivalent d'un brevet de salaire. Et c'est pas banal, c'est que nous, maintenant, avec Facebook, on a un canal Facebook au devoir. On est obligé de modérer les commentaires que les gens mettent sur notre fil Facebook. Les commentaires sont sur le compte du devoir, mais ils demeurent toujours bien dans l'environnement et la plateforme Facebook. Et la personne qui est responsable au civil du dommage, c'est le devoir. C'est même pas Facebook. Alors, il y a un enjeu là qui est fondamental. Et sur la question de la censure plus précisément, moi, je dirais qu'il faut davantage parler de limites à la liberté d'expression qu'ils vont devoir trouver, ces plateformes-là, en fonction du droit applicable, parce qu'on vit quand même dans une société où règne la primauté du droit. Et ils ne sont pas au-dessus des lois. Ça ne peut pas être un Far West libertarien, Facebook, Google et consorts. Doivent avoir un sens des responsabilités plus grand. Mais en ce moment, ce que je trouve, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver une politique ou un cadre cohérent pour décider des circonstances et des moments qui vont les amener à bannir quelqu'un et la durée à l'intérieur de laquelle ils vont le bannir. Parce que si on censure Trump pour ses propos, il y a un maudit paquet d'oligarques, de despotes éclairés ou non éclairés qu'il faudra bannir et censurer des réseaux sociaux aussi. Alors moi, je m'attends à un cadre plus cohérent de leur part. Est-ce que je pourrais réagir aussi à cette question? Mais oui, bien sûr. Oui. Oui, ben en fait, je vais prendre une posture un peu différente, là. Ben, enfin complémentaire, parce que je ne viens pas du tout contredire ce que Brian vient de dire, mais en fait, c'est ce qui moi, suscite un malaise en tant qu'observatrice là, du phénomène des médias sociaux et de ce qui s'est passé, parce que les fermetures sont venues après l'assaut sur le Capitole. Donc, on peut dire oui, c'est un moment logique pour intervenir parce qu'il y a eu la violence. On dit que 140 policiers ont été blessés, en plus des 5 personnes qui sont mortes, et je pense qu'on en est à 2 policiers suicidés depuis ces incidents-là. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, on parle de violence réelle. Et on peut comprendre qu'il y a eu une intervention massive des médias sociaux pour fermer un paquet de comptes. Mais il y a quelque chose dans toute cette façon de procéder qui est un peu gênante. On comprend que c'est quelque chose qu'on fait dans des conditions extrêmes. Contrairement au devoir, c'est vrai, ou à un média d'information, Facebook et Reddit et les autres ne sont pas des plateformes éditoriales. Elles ne gèrent pas, elles ne produisent pas vraiment de contenu comme tel. Elles sont une plateforme d'échange. Elles n'ont pas les ressources non plus, ni les capacités pour vraiment faire une gestion éditoriale, y compris la modération des contenus. Quand ils le font à travers des algorithmes, ça crée toutes sortes de problèmes. Il y a des comptes qui ont été, il y a des publications qui ont été censurées. Ça arrive encore aujourd'hui sur Twitter, là, des gens qui font du fact-checking puis qui font des reportages d'enquête sur QAnon et leurs publications Twitter sont censurées parce qu'il y a le mot QAnon là-dedans. Donc, ils ne sont pas très bons là-dedans. Mais je pense que ce qu'il faut absolument, c'est un cadre juridique et il n'y a pas de cadre juridique. On peut pas, le Canada ne peut pas ou le Québec ne peut pas intervenir tout seul là-dessus. C'est une intervention qui doit être concertée, qui doit être mondiale. Le gros problème, parce qu'il y a des volontés en Europe, il y a plusieurs États, certainement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres États qui veulent intervenir. Mais les États-Unis ont cette culture et ce cadre constitutionnel de la liberté d'expression absolue, et ces entreprises-là sont chez eux. Je ne crois pas que Biden, que la nouvelle administration se soit prononcée là-dessus. On sait qu'il y a des éléments au Parti démocrate qui sont plutôt en faveur d'une régulation des médias sociaux, et il y a certainement une pression en ce moment, mais on est dans un contexte actuellement aux États-Unis où la moitié de la population croit à des théories du complot, y compris que l'élection a été volée. Alors, on comprend qu'ils sont, c'est peut-être pas,
sont peut-être pas en mesure d'intervenir actuellement là-dessus, mais on est prisonnier un peu de cette réalité-là. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'il va y avoir un contrôle réglementaire sérieux des plateformes de médias sociaux, des plateformes numériques, mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est pas, moi, je veux pas que ça soit Facebook qui décide par eux-mêmes quand est-ce qu'ils décident d'intervenir ou pas. Je veux qu'il y ait un cadre et qu'ils soient obligés d'agir en fonction du cadre et qu'ils ne décident pas en fonction de leurs humeurs. Anan, si vous me permettez, je voudrais tout de suite poser deux questions, une à Mme Brun et l'autre à Brian Miles. Madame Brun, vous avez évoqué un sondage qui montre que le degré de confiance des Québécois envers les médias d'information est élevé, ce qui est réconfortant. Mais moi, j'ai le souvenir des sondages qui étaient faits auparavant et en assez grand nombre et qui, en général, situaient le degré de confiance envers les journalistes à un niveau qui n'était pas très enviable. Comment vous expliquez la différence entre les deux? Votre micro. Pardon. C'est certainement des différences méthodologiques. L'enquête du Centre d'études sur les médias, donc il y a un article effectivement dans Le Devoir aujourd'hui qui reprend des données de cette enquête-là qui a été réalisée l'automne dernier. Même lorsqu'on avait fait l'enquête en 2019, on nous avait dit que ces chiffres étaient trop favorables quand on les compare à d'autres enquêtes. Quelque chose qui pourrait être une clé si on compare par exemple aux données du baromètre de la confiance d'Edelman. Alors Edelman, c'est une grande firme mondiale de relations publiques qui publie tous les ans son baromètre de la confiance sur les gouvernements, les entreprises, les ONG et les médias. Donc déjà, le fait qu'on pose des questions sur autre chose que les médias, ça peut peut-être qu'il y a un effet de contamination, si on veut, là, dans un questionnaire de sondage, qu'on compare différents types d'acteurs, donc on a tendance à répondre les uns par rapport aux autres. Et effectivement, dans ces enquêtes-là, on voit que la confiance des journalistes, elle est plus faible dans ces enquêtes-là. Mais de toute manière, à l'échelle mondiale, parce qu'on réalise aussi des enquêtes, enfin, le baromètre d'Edelman, c'est une enquête mondiale ou en tout cas internationale. Et on réalise aussi le Digital News Report avec une équipe de recherche à l'Université d'Oxford, donc qui fait une enquête sur 46 pays cette année. Et le Centre d'études sur les médias réalise l'étude canadienne depuis 2016. Et on voit que quand on compare, on se situe vraiment dans le haut du lot, le Canada. C'est une enquête canadienne, donc on a les francophones, les anglophones, on n'a pas isolé le Québec. Mais les Canadiens, et en particulier les Canadiens francophones, sont parmi ceux qui font le plus confiance aux médias d'information. On parle bien des médias d'information et aux journalistes. Quand on pose des questions, par exemple, sur croyez-vous que les journalistes, et ça va faire plaisir à Brian, que les journalistes sont indépendants du pouvoir politique et économique, en fait, c'est deux questions séparées. Les Canadiens francophones sont dans les plus élevés au monde, là, avec genre les Scandinaves. Là. C'est très, très fort. Alors, on voit, quand on compare à d'autres pays, certainement, même si les chiffres parfois sont plus bas, la confiance, elle est bonne. Alors, il ne faut pas se reposer là-dessus. Les phénomènes de conspirationnisme et les phénomènes de défiance, disons plus généralement à l'égard des institutions et à l'égard des médias existent. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la faute des médias, puis les médias, je veux dire, je trouve ça tellement facile de dire les médias n'ont pas bien fait le virage numérique. Si les médias sont en crise, c'est de leur faute. Non. L'information, ce n'est pas quelque chose de rentable. Il faut se le rentrer dans la tête comme société. En fait, le Devoir performe plutôt bien, mais de manière générale, la production de l'information coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle rapporte. Alors, il faut trouver des moyens de financer ça et la révolution numérique, si on veut, ou ce qu'on appelle les perturbations numériques sont venues accentuer ce problème-là. Alors, moi, je vois ça comme un problème d'écosystème. On a la difficulté, notre écosystème a la difficulté à produire l'information dont on aurait besoin ou surtout de rendre cette information-là découvrable, visible, de faire en sorte que quand on est sur Google, quand on est sur les médias sociaux, on peut bien distinguer ce qui est l'information
de qualité versus de l'information vraiment douteuse. Il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Pour ce qui est de la radicalisation aussi des gens, je pense qu'il ne faut pas, comme société, les abandonner. Je ne pense pas que c'était ce que Brian voulait dire. Il y a quand même des indicateurs assez encourageants là, sur les effets du fact-checking ou de la réfutation sur les publics en général, là, que les gens vont, quand on leur rappelle la vérification, ça a des effets positifs. C'est vrai que les plus radicaux là, sont plus difficiles à récupérer et c'est absolument pas la faute des médias, mais voilà, il y a quand même de l'espoir de ce côté-là aussi. Désolée, j'en ai profité pour réagir un peu à d'autres points. Il me reste quand même encore une question pour M. Miles. Vous avez mentionné la distance que vous déplorez, évidemment, entre le contenu ou les messages qui sont diffusés par Le Devoir et peut-être d'autres médias d'information et la population ou le grand public. Il y a comme une espèce de fossé là. Hein? Vous parliez d'une incapacité de bien expliquer vos interprétations, etc. Comment vous analysez les causes de ce phénomène-là? En fait, ce que je dirais, c'est surtout que les journalistes ont été habitués de témoigner du réel, décider ce qu'elle allait rapporter, puis d'offrir des contenus et de se soucier pas tant que ça finalement des lecteurs et de leurs intérêts. Et aujourd'hui, au numérique, on est capable de mesurer le succès et l'impact de nos contenus. On est capable de voir combien de personnes lisent, combien de temps et à partir de quel moment ils décrochent dans un article. Donc, on est capable d'avoir une relation plus dialogique avec nos publics. Et ça nous oblige à nous repositionner puis à exister pour nos publics. Et c'est surtout ça, je dirais, c'est pas tant un fossé qu'une transformation de nos façons d'envisager l'information. Il faut que le lecteur fasse partie de l'équation, fasse partie du cercle de la communication. Colette parlait aussi de la difficulté de rendre l'information rentable. Je dirais qu'on peut la rendre viable. On ne fait pas du journalisme aujourd'hui pour devenir milliardaire. On fait du journalisme parce qu'on croit à cette fonction-là dans une démocratie. Et on est capable de rendre l'information et le journalisme de qualité viable. Le Devoir en fait la démonstration. C'est fragile, c'est à refaire à chaque année, mais on est rentable. On est rentable, on dégage des bénéfices à chaque année. Et on réussit à le faire parce qu'on a ce contrat social quand même assez fort avec nos lecteurs. Nos lecteurs acceptent de payer un prix, acceptent de s'abonner à nos produits, que ce soit à l'imprimé ou au numérique. Et c'est ce lien-là qui est important. Et dans le monde, actuellement, ce qu'on voit, c'est un repositionnement des médias, pas tant pour rester des masses médias puis rester généralistes, mais pour être un petit peu plus nichés sur les intérêts de leur collectivité de lecteurs. Il faut être capable de comprendre les besoins et les désirs de nos lecteurs et sans succomber au concours de popularité, rester en phase avec eux. Parce qu'au fond, les lecteurs, ils s'abonnent pas tant pour l'information que parce qu'ils épousent ou ils adhèrent aux valeurs d'une marque. Ils veulent s'associer à cette communauté-là. J'espère que c'est clair ce que je dis, mais je pourrais préciser s'il y a des questions. L'autre point que je voulais faire sur les études dont Colette faisait mention sur la confiance, moi, je trouve qu'il y a un trait d'union entre la confiance élevée au Québec, dans les pays scandinaves, et c'est le facteur de protection et de cohésion qui reste encore par la langue et la culture. Et il faut constamment garder ça à l'esprit. On existe dans un creuset, dans une langue, une culture francophone. Et il faut continuer de cultiver cette relation-là importante. Et elle nous protège des errements ou des écarts qu'on peut observer dans d'autres pays quant à la confiance. Et sur la confiance aussi, quand on gratte, c'est intéressant de constater que les gens, quand on leur pose des questions sur leurs sources d'information, ils ont tendance à faire excessivement confiance aux sources qu'ils consultent et un peu moins aux sources qu'ils ne consultent pas. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Fait que quand je vois les baromètres de confiance, je les aime, je les lis, mais j'en prends puis j'en laisse aussi là-dedans parce que je sais que ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas l'amour et l'attachement des lecteurs pour les différents médias qui ont des publics fiables et stables.
Il y a une question du public, ça s'adresse à vous deux, Madame Brin et Monsieur Miles. Est-ce que tous les médias traditionnels proposent du contenu de qualité? Colette, veux-tu commencer? Oui, ben oui, je l'ai lu, alors j'ai eu le temps, je l'avais lu, j'ai eu le temps d'y passer un peu. Alors, c'est presque une question piège et je serais intriguée de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette question. En fait, ça dépend aussi comment on définit la qualité, hein. Qu'est-ce qui est la qualité? Pour moi, c'est un travail très... Moi, j'aime bien les enquêtes très approfondies avec beaucoup de sources, avec un traitement équilibré. Quelque chose qui me fait sortir aussi de mes convictions ou qui me fait voir les choses autrement, hein. Je suis une abonnée du Devoir à vie, là. Brian le sait, et je lis des chroniqueurs avec qui je suis en désaccord. Je vais nommer personne, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se désabonnent parce que le Devoir continue de publier certains chroniqueurs. Ça me fatigue, ça me donne mal à la tête, ça me fait rager, mais c'est important de lire des idées, des opinions avec lesquelles on est en désaccord déjà pour comprendre le raisonnement, puis tant qu'à publier des gens qui ont ces opinions-là, j'aime bien les gens qui puissent le faire dans un français relativement correct et avec des phrases bien structurées. Ça aussi, ça fait partie de mes indicateurs de qualité. Mais on peut dire aussi qu'une information qui est plus populaire, qui est plus accessible, c'est aussi un contenu de qualité parce qu'elle rejoint un public qui a peut-être besoin de son dictionnaire pour lire Le Devoir, pour reprendre une vieille blague. Pour moi, si on a besoin du dictionnaire, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va apprendre quelque chose. Mais bon, mais c'est ça, le critère de qualité, c'est variable. Je pense que c'est important aussi de dire que les médias traditionnels ou les médias d'information au Québec, et j'inclus là-dedans le Journal de Montréal, TVA, qui sont les plus populaires, hein. Oui, ils proposent du contenu de qualité. Ils ont aussi des contenus peut-être plus d'opinion que moi, je trouve un peu moins bien foutus ou parfois problématiques, mais oui, il y a du contenu de qualité là-dedans. Il y a de l'information qui est faite. C'est peut-être pas l'information que je choisirais. Je veux dire, parfois, je trouve que c'est vite fait, mais c'est pas mauvais. Et puis, donc oui, du contenu de qualité. Tous les médias, ça leur arrive aussi de se tromper, hein, les universitaires aussi. Alors, ça arrive de publier des textes dont on est moins fier parce qu'on travaille dans la rapidité, etc., ou de faire des interventions en ondes dont on est moins fier. C'est pas une science exacte, c'est fait par des êtres humains. J'espère que le journalisme va continuer à être fait par des êtres humains. Je trouve que c'est une qualité en soi. Voilà. Donc, les médias traditionnels, il y en a qui ont qui nous ont beaucoup déçus, je pense, dans la couverture, notamment de Trump, mais ou de la pandémie. Mais de manière générale, je trouve qu'au Québec, on n'a vraiment pas à rougir de ce qu'on a comme couverture, notamment scientifique. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je trouve qu'on a des joyaux de journalisme scientifique, de journalisme d'enquête, de journalisme de vérification aussi, dans plusieurs médias. Et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel compte tenu aussi de la taille de notre marché. C'est vrai que la langue nous protège là-dessus, mais voilà. Monsieur Maire? En complément, je dirais dans un premier temps que les médias traditionnels, maintenant, ont tous des volets et des visages numériques. Et ils ont fait cette transformation-là. Donc, on ne peut pas parler de traditionnel, on peut parler de médias qui sont en transformation. C'est un détail important parce qu'on a tout le temps dit qu'on n'avait pas réussi notre transition, mais on est tous plus lus et plus consultés que jamais. La difficulté, c'est d'être en mesure de rentabiliser tout ça, sachant que la publicité, qui fut jadis le pain et le beurre des médias, cette publicité-là, à l'ère du numérique, elle s'en va à 80% chez deux groupes, Google et Facebook. Alors, on se trouve avec un oligopole qui sature le marché et qui laisse des miettes pour les autres. Ça, c'est un enjeu de fond. Maintenant, sur la qualité, je dirais que j'aimerais vous parler aussi de polarisation là-dedans. Parce que la qualité ne repose pas tant sur le contenu, mais les attributs et la démarche journalistique. La qualité est le résultat d'une démarche journalistique rigoureuse, où les faits sont vérifiés, où les opinions du journaliste ne colorent pas le contenu, où il y a l'équité de traitement des personnes et où on recherche l'intérêt public avant
le salissage et le sensationnalisme. La qualité vient de là. Mais être en désaccord avec une chronique ou un contenu, ça ne veut pas nécessairement dire que le contenu est de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il ne rejoint pas votre échelle de valeur de préoccupation. Ici, on le vit à tous les jours. Aujourd'hui, on a publié un texte que je juge d'intérêt public, l'Université Concordia, qui a fait des cours en ligne avec le contenu d'un professeur qui était décédé. Et donc, l'étudiant assiste à son cours en ligne, essaie de poser des questions au professeur, fait des recherches pour trouver son nom et constate que finalement, son professeur est mort. Il y a un cours de l'au-delà. Et ça l'ébranle, ça le marque. C'est un sujet d'intérêt public, à mon avis. C'est d'autant plus d'intérêt public que la relation humaine entre un professeur et son élève a été compromise par le téléenseignement. Ce lien-là, cette capacité d'émulation, d'apprentissage a été sapée dans ses fondements. Et là, on ajoute en plus, le cours non seulement est virtuel, mais il est donné par un mort. Je ne sais pas comment on va continuer de créer un lien avec nos étudiants et les stimuler si on est rendu avec des cours virtuels donnés par des morts. Pour moi, c'est un sujet d'intérêt public. Et ça n'a pas empêché ce matin un lecteur qui est un penseur respecté de me dire qu'on descendait bien bas. C'est plus un enjeu de qualité d'information, c'est un enjeu d'appréciation des contenus à ce moment-là. J'ai une question encore du public, puis il y en a une qui me brûle les lèvres, mais je vais la garder pour moi. En tenant compte que les médias se fient aux statistiques du contenu qui est populaire, est-ce que les médias publient plus de l'information que le public veut ou de l'information que le public a besoin? Ben, je vous dirais que non. En fait, je vais parler pour le devoir, là. Il y a des médias, les médias qui sont sur du positionnement gratuit puis qui veulent vendre de la publicité pour arriver à boucler leur budget, ont plus tendance à céder au concours de popularité pour vidéos de chat, puis au clickbait. Les médias qui misent sur la relation avec leurs abonnés ou avec leurs donateurs ou avec leurs membres ont tendance à valoriser davantage le contrat social avec leur public. Et à l'intérieur de ça, on va faire des choix, puis on va essayer de faire un arbitrage. Si on faisait au devoir des choix uniquement basés sur la performance, on ferait beaucoup moins d'éditoriaux, puis on ferait beaucoup plus de chroniques, parce que c'est le contenu au jeu, la chronique qui dérange, qui provoque le plus de réactions. Si on faisait des choix en fonction de l'audience seulement, on aurait beaucoup moins de journalistes politiques. On aurait beaucoup plus de contributions des intellectuels dans notre page ID, parce que la page ID est la plus lue constamment dans le devoir. On essaie de trouver le juste équilibre entre les contenus qui intéressent le lecteur et le positionnement de marque aussi, les valeurs que l'on cherche à communiquer comme média d'information. C'est un exercice délicat, mais il vient un moment donné, si tu te retrouves à parler d'un art aussi niché que on a déjà eu ça un moment donné dans le devoir, on voulait nous parler de la musique pop post-punk. Alors, c'était du pop post-punk. Je me demande, il y a combien de groupes qui en font, puis il y a combien de lecteurs du devoir un samedi qui veulent lire ça. À un moment donné, quand la chambre d'écho devient pas plus grande que l'intérêt du journaliste puis la marotte du journaliste, on se tire dans le pied. On dépense de l'argent, on paye des gens à faire un contenu qui n'est pas lu puis qui n'est pas consommé. C'est se tirer dans le pied. Il faut trouver le juste équilibre entre les contenus qui déterminent la valeur de la marque, qui correspondent à un critère d'intérêt public pour assumer notre fonction de surveillance du pouvoir et aussi trouver l'équilibre avec ce que les lecteurs veulent. C'est pas simple, c'est pas une science exacte, mais il faut mélanger les deux. En fait, beaucoup de médias maintenant ont des outils d'intelligence artificielle pour non seulement regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais même pouvoir définir un peu à la Netflix là, des types de contenus qui sont susceptibles de générer des réactions. Heureusement, ce n'est pas encore une science exacte. Il y a des sujets qui deviennent très populaires et qu'on n'aurait pas pu deviner, qui généreraient autant d'attention. Puis c'est une bonne chose, je pense. Moi, j'aime bien que les machines ne soient pas capables de tout prévoir. Mais ces outils-là existent maintenant et la pression est extrêmement forte. Les journalistes, au Québec, on a des salles de rédaction
la plupart des salles de rédaction, des grandes salles de rédaction sont syndiquées et il y a une résistance à cette logique-là. Je pense qu'il y a un espace qui peut être trouvé entre le refus d'utiliser ces outils-là complètement, que je comprends, et l'utilisation de ces outils-là pour justement essayer de mieux comprendre ce qui fait réagir le public parce que effectivement, un article qui tombe dans la forêt et que personne n'en lit, personne n'entend, il peut être le meilleur article du monde, ça n'a pas d'impact. Donc, on veut quand même maximiser, pas seulement pour rentabiliser, mais aussi quand on fait des enquêtes sur des sujets d'intérêt public, on veut que le public se mobilise autour de ces questions-là. On veut faire bouger les choses un peu, là, même si ce n'est pas le rôle des journalistes de changer la société, là, je le dis toujours à mes étudiants. Mais donc, ça fait partie des défis, je pense, des médias pour les années à venir, c'est d'utiliser ces outils-là en respectant l'intelligence humaine, hein, l'intelligence naturelle, si on veut, des journalistes, et pas juste l'intelligence artificielle, mais d'utiliser ces outils-là à bon escient, de manière éthique, de manière transparente, évidemment. Les médias demandent la transparence à tout le monde, il faut bien en demander la même chose aux médias. Mais je constate qu'il y a une très forte résistance à la tentation de faire ce qui est le plus fort clic. Enfin, oui, peut-être pas de manière équivalente dans tous les médias, mais on voit qu'il y a quand même des choix qui sont faits. Il y a certains sujets qu'on va moins couvrir. Là, je ne parle pas du devoir, là, je parle de manière générale. Des sujets qu'on va décider de moins couvrir. Par exemple, dans un quotidien que je nommerai pas, on m'a dit qu'on n'allait pas couvrir la politique française ou beaucoup moins la politique française parce que ça suscitait moins d'intérêt que Trump. Ça, c'était dans les débuts de la présidence Trump. Alors ça, c'est un problème, là. Je veux dire, si on commence à décider de laisser tomber ou de vraiment moins couvrir certains sujets parce qu'il y en a d'autres qui font plus de clics, là, c'est un problème. Mais Colette, même nous, des fois, on fait des choix en fonction de la mesure d'audience. Et c'est vrai que les journalistes, surtout dans les environnements syndiqués, ont tendance à couper court à la réflexion et dire « OK, on va devenir un concours de clics ». C'est pas ça qu'on fait. On se sert de la métrique pour voir là où on devrait amplifier la couverture et là où on devrait la réduire. Et ça nous a permis de réaliser, comme tu dis, que l'information scientifique, les gens sont avides d'information scientifique et veulent des longs formats, souvent, y compris sur le numérique, où on pense tout le temps que c'est au plus court, au plus fort. Ça nous permet de voir où il y a de la portée, où le ciment est ferme. Puis ça nous permet de voir aussi des fois des endroits où il n'y a pas d'intérêt, où il y en a tellement peu qu'il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de dégager un journaliste formé, rigoureux, à temps plein pour couvrir un sujet qui intéresse peu? On peut réduire le sujet, on peut le faire occasionnellement. Et donc, la maîtrise ne vient pas tout de suite automatiquement comme l'outil qui va nous amener à faire une course au clic. Et c'est ça que des fois les journalistes ont de la difficulté à comprendre. Et ça, c'est parce que, malheureusement, et là, je vais faire bien attention pour ne pas vexer les journalistes, certains journalistes, pas tous, écrivent parfois pour un public qui est d'abord eux-mêmes. Ils écrivent pour se faire plaisir. Ils parlent des sujets qui les intéressent. C'est un peu normal. Si tu ne te passionnes pas d'un sujet, tu ne seras pas capable de transmettre la passion au lecteur. Mais des fois, si tu te concentres juste sur ta passion puis que c'est le seul grille d'analyse, que le sujet t'intéresse toi, et là que tu définis, nos lecteurs aiment ça, nos lecteurs pensent ceci, que tu te fais une version romancée, idéalisée du lecteur lambda dans ta tête et que, par pur hasard, l'intérêt du lecteur lambda correspond à ton intérêt immédiat, toi, comme journaliste, et là, il y a un petit problème. Et c'est pour ça que la maîtrise est importante, et c'est pour ça que ça clash des fois. Si tu adores Céline Dion dans la vie, là, tu vas penser que les lecteurs du Devoir en veulent du Céline Dion. Mais c'est juste pas le cas. Il faut avoir du factuel puis de la maîtrise pour être capable de prendre des décisions. Et on le fait en gardant toujours cette dimension humaine que tu décris avec justesse. Monsieur Bouchard, le mot de la fin vous appartient. Ah, mais moi, j'allais poser une question, mais peut-être qu'on manque de temps. Mais enfin, je vais la formuler quand même.
En fait, elle m'a été inspirée par une remarque de M. Miles qui s'interrogeait sur l'origine de la pensée complotiste, des adeptes de la pensée déjantée, etc. Et qui finalement, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, plutôt que de travailler sur les symptômes, c'est d'essayer d'aller à la cause, c'est-à-dire les déterminants sociaux. Alors moi, je suis très, très ouvert, très intéressé par cette idée-là. Je pense que c'est la direction où il faudrait aller, mais c'est extraordinairement complexe. Par exemple, aux États-Unis, on a cru longtemps que les gens qui avaient appuyé Trump et avaient rendu possible son élection, c'était des gens frustrés par la société, abandonnés par les élites, et donc une réaction anti-establishment, deep state, etc. Mais après, on a su que parmi les gens qui avaient voté pour Trump, il y en avait à peu près 45% qui gagnaient entre 100 000 $ et 250 000 $. Il y avait presque la moitié des femmes qui ont voté pour Trump. Il y avait presque une majorité des gens qui avaient un diplôme universitaire. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne le semble. C'est un ensemble de causes qui se sont mêlées, qui sont difficiles à dissocier, mais c'est très évidemment là qu'il faut regarder. Merci. Peut-être pour rajouter là-dessus, là, on n'en a pas parlé, mais l'éducation aux médias, c'est un objectif de société, je pense, important. L'éducation aux médias et à l'information, et pas seulement chez les jeunes. On veut de plus en plus développer des activités destinées aux… Évidemment, les gens qui vont s'inscrire volontairement pour ce genre de formation ne sont probablement pas les plus à risque, mais ces gens-là peuvent agir aussi dans leur entourage. Les proches peuvent quand même… C'est très difficile avec les gens qui sont les plus radicalisés, mais on n'est pas tout seul là-dedans. Merci beaucoup, tout le monde. Nous allons continuer. D'accord avec toi, Colette. Merci à tout le monde. On va continuer avec les étudiants. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci. Oui, vous allez rester vous restez avec nous, là. Oh, oui. Je vais rester un petit bout. Oui.